Pourquoi je voulais parler de la République? Parce que, en effet, vous avez parlé de protestantisme, franc-maçonnerie, etc. Et tous ces clergés, si je puis dire, sont les ennemis de la France. Donc, quand vous me dites rompre, n'allons pas jusqu'à rompre avec ça, j'arrive pas à bien comprendre ce que vous voulez dire, en fait. Parce que c'est pas si simple que ça. Je veux dire, le problème, c'est à la limite, toujours il faut avoir des références historiques et des références politiques. Il y a un penseur très intéressant qui est Maurras, que quand même on est censé tous connaître ici, qui lui est pour réintroduire la monarchie, non pas pour une vision, je dirais, réactionnaire, mais parce qu'il analyse ce qu'il appelle l'échec assez certain et relatif de l'épopée républicaine. Et il dit finalement, quand on compare ce qu'a fait la France des rois, et là il faudrait lire Bainville, l'histoire de France de Bainville, et ce que fait la République depuis un temps beaucoup plus court, finalement ça se passait mieux en termes de prestige de la France, en termes essentiellement de place de la France dans le monde, que ce qui se passe depuis la République. Et ça c'est intéressant, c'est de juger sur le bilan, de juger sur les propositions, et après de juger, je veux dire, très concrètement, parce qu'en fait, on se fait toujours avoir par les défenseurs de la République, parce qu'ils ont des grands mots, les valeurs républicaines, la laïcité, ils vous parlent d'égalité et de liberté. On est dans une société où il y a très peu d'égalité et de moins en moins de liberté. C'est clair et net. Quel bilan faites-vous de ces 5 républiques depuis justement la Révolution par rapport à ces 1400 ans d'histoire française depuis Clovis? Moi, je ne veux pas monopoliser la parole, mais il y a déjà une chose certaine, c'est que la première arnaque, c'est vous êtes citoyen, donc il y a la conscription, c'est-à-dire vous avez obtenu le droit de mourir à la guerre. Et en échange de quoi, soi-disant, vous interviendrez dans la gestion de la cité qui s'appelle le vote. C'est-à-dire, avant, le commun des mortels ne votait pas, mais il n'allait pas mourir à la guerre. C'était fait par des professionnels. Ou, je veux dire, le premier effet de la République, en fait, c'est le bain de sang napoléonien. C'est la grande armée et le nombre de morts que ça a coûté aux paysans français, je dirais. Donc, effectivement, on peut avoir une lecture très ironique des acquis de la République, mais en même temps, je dirais que l'histoire ne repasse pas les plats, et être simplement nostalgique de l'Ancien Régime est un peu simpliste, parce que en fait, l'époque de la grande propriété foncière a été dépassée par la révolution industrielle, et donc le pouvoir et la production de richesse s'est déplacé. On est passé du château à l'usine, et on ne peut pas revenir à l'Ancien Régime si on ne comprend pas ce genre de détermination profonde, ou alors on est sur l'idée d'une monarchie constitutionnelle, et en Angleterre il y a une monarchie constitutionnelle. Est-ce que la vie quotidienne de l'anglais moyen est mieux que la nôtre en termes d'égalité, de liberté, et même simplement de niveau de vie? J'en suis pas sûr du tout. Donc on peut pas simplifier trop le débat comme ça, sauf si le but c'est de se faire plaisir, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez, Maître Division? Je peux pas être d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours trop facile de simplifier. Moi, j'évolue dans un milieu, dans un double milieu, dans un milieu monarchiste qui rêve encore de Louis XIV et de Louis XV en idéalisant un peu, en idéalisant même carrément leur régime, et de l'autre, dans un milieu républicain qui cherche effectivement à tout jeter de ce qu'il y a eu avant. La solution n'est pas simple. Ce que dit Alain Soral, subrepticement, il y a un élément qui peut-être peut servir de curseur, c'est est-ce que les gens vivent mieux? Au fond, c'est ça le critère. Où est-ce que les gens vivent mieux? Est-ce que aujourd'hui, la République a offert à des gens, aux populations, aux citoyens, et je vais revenir sur ce mot, une vie meilleure que sous l'Ancien Régime? Est-ce qu'on en est si sûr? Est-ce que c'est si sûr par certains aspects? Sans doute, mais si on devait faire le bilan, finalement. Est-ce qu'au fil du temps, on peut être sûr qu'on a une vie qui est meilleure que celle sous l'Ancien Régime? Est-ce que c'est certain, ça? Moi, je ne mettrais pas ma main au feu, quand même. Et deuxième point, je termine là-dessus, deuxième point, peut-être, c'est que, effectivement, on voit bien que, j'aime bien l'idée de la monarchie constitutionnelle, de dire, en Angleterre, est-ce que c'est forcément mieux? Je ne suis pas convaincu, hein. Et enfin, troisième élément, sur le citoyen. Moi, je trouve ça assez incroyable. Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un citoyen. J'ai toujours été un peu fasciné par ce mot de citoyen, en fait.
je connais l'homme, hein, mais je ne sais pas ce qu'est le citoyen. Et donc je suis toujours un peu intrigué par cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Pourquoi est-ce qu'on aurait donc une double casquette, un homme et un citoyen? Est-ce qu'on peut être un citoyen sans être un homme? Et est-ce qu'il y a des hommes qui ne sont pas citoyens? Et on va s'apercevoir que c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est que progressivement, vous avez des hommes qui ne sont plus citoyens. Et si vous voulez un exemple récent, c'est exactement Olivier Véran pendant le Covid. Olivier Véran avait dit « La liberté, c'est d'obéir au risque d'être mis au banc de la société ». En d'autres termes, eh bien, vous n'êtes plus citoyen. Mais du coup, comme c'est une déclaration des droits de l'homme et du citoyen, si vous perdez votre qualité de citoyen, de fait ou de droit, est-ce que vous avez encore cette déclaration qui s'applique à vous? C'est une question qui est intéressante. C'est vrai. Et quelle réponse vous faites, Alain Soral? Ça amène tout de suite un sujet. Je vais faire tout de suite référence à Nuremberg. À un moment donné, on décide qu'il y a des droits de l'homme et qu'il y a des gens qui ont contrevenu aux droits de l'homme. Hein. Ça s'appelle par exemple les nazis ou même une certaine épopée stalinienne. Et dès lors que ces gens ont contrevenu aux droits de l'homme, ils cessent d'être des hommes et le système des droits de l'homme peut les traiter comme des sous-hommes en réalité, hein, parce qu'ils n'ont pas respecté la charte. Et en fait, avec ce système très malin, qui demande en fait des études juridiques, je dirais, puis même au-delà de la philosophie juridique, lire Carl Schmitt, parce que faut quand même travailler pour s'intéresser à ces sujets, parce que c'est pas des sujets de bistrot, même si ça peut faire plaisir de s'amuser au bistrot. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on est dans un système qui consiste, par les gens qui détiennent le pouvoir républicain, à décider que sur certains critères, certains ont contrevenu aux droits de l'homme et donc peuvent être traités comme des non-hommes ou des sous-hommes, hein. Et là, je parlerai par exemple en ce moment de ce que vit un type comme Vincent Renoir, par exemple, vous voyez, parce qu'on parle beaucoup de dissidents politiques quand ils sont loin, en Chine ou je sais pas trop où, mais on a en Occident républicain et démocratique, depuis des décennies, des types qui sont traités en sous-hommes, hein, et qui sont par exemple ce qu'on appelle les révisionnistes, hein, simplement parce qu'à un moment donné, on a décidé que si des gens qui prétendent faire des études n'obéissaient pas à une décision d'un tribunal militaire au lendemain de la guerre, eh ben ils étaient instantanément déchus de tous leurs droits citoyens, hein. Et ça, c'est une réalité que vit aujourd'hui même un homme que je trouve très respectable, qui s'appelle Vincent Renoir. Et simplement d'aborder ce sujet, en général, les gens peuvent l'aborder à la limite par la liberté d'expression, mais ça met tout le monde très très mal à l'aise. Et en général, on préfère d'ailleurs évacuer ce genre de sujet, hein. Et ça, c'est ce qui m'intéresse. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai égaré mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.